avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver. C'est notre horaire pour répondre à toutes vos questions. Nos experts sont là. Commencez à nous écrire. Il y a une adresse à connaître. Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez par mail, mais aussi sur le live qui vient de se lancer, LinkedIn, X. On regarde tous vos commentaires jusqu'à 13h avec nos experts. Évidemment, et on vous les présente, ces experts. Émilie Corchia, fondatrice et PDG de My Job Glasses. Il va être question d'orientation et de carrière. On parlera aussi de management de carrière avec Mireille Blaise, vice-présidente Human Capital chez Voisin Consulting Life Science. Bonjour Mireille. Bonjour. À vos côtés, Jean-François Beus, PDG de Sifaris. Et là, on parlera avec vous de votre expertise en cybersécurité. Il y a souvent beaucoup de questions à ce sujet. Bienvenue dans cette émission. Et Marie Téléchéa qui est avec nous, qui est avocate associée chez Téléchéa Avocat, spécialiste des entreprises en difficulté. C'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission, Marie. Et on commence par la première question. Sofiane. Et je vous avais promis de reparler de votre jeunesse, oui. Sandra. 32 ans. Et demi, non? Oui, ce mois-ci. 3 fois rien. Joyeux anniversaire. Allez-y. J'ai moins de 30 ans et je fais physiquement plus jeune. La question de mon âge revient sans cesse en entretien. Que faire? Et c'est Timothée, c'est pas nous. C'est un garçon qui pose la question, c'est intéressant. Mireille Blaise. Ah, moi j'étais surprise par la question, puisque je vous ai mis un petit commentaire tout à l'heure sur LinkedIn. J'ai vu que vous l'aviez mis effectivement en teasing. Parce que, en fait, quand quelqu'un vient en entretien, vous avez au bout d'une minute un échange formel, donc vous vous entendez bien en termes de maturité dans le discours, et si la personne n'est pas en surface, mais effectivement sur le fond de ce qu'elle a fait, peu importe l'apparence physique. Donc ça va être qu'un instant le sujet de l'apparence, mais ça ne doit pas gêner dans la carrière. Et quelqu'un qui fait jeune, j'ai pas compris en fait la question. Ça greffe pas la progression. Moi j'ai déjà entendu plusieurs fois, je fais trop jeune, on me fait pas confiance, je suis pas crédible. Je vais vous l'expliquer moi la question, parce que je la comprends très bien. Pour l'avoir déjà vécu, je vous assure. Finalement, il y a une forme de, on n'est pas suffisamment crédible quand on arrive dans un entretien et qu'on fait plus jeune dans notre apparence physique éventuellement que notre âge, et donc on se dit il a pas les épaules le petit loulou quand même. C'est ça, c'est peut-être une question de ça. Si dès que vous avez échangé 2-3 minutes, vous avez été percutant, je pense que ça s'efface très très rapidement. C'est vraiment mon point de vue DRH. Percutant quand on est jeune. Allez, soyons percutants. Allez, Jean-François, Émilie, vous vouliez réagir? Alors, moi c'est drôle parce que j'ai eu la même problématique lorsque j'ai créé mon entreprise Sifaris. Oui, ça je veux bien croire. J'avais moins de 40 ans, j'avais à peu près 32 ans. Et en fin de compte, je travaillais pour des clients, des fonds d'investissement notamment. Et oui, trop jeune. Donc j'ai dû prendre un senior dans mon board pour que je puisse... même si j'avais l'expertise et l'expérience, je puisse affirmer un petit peu ma compétence. Oui, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Émilie ? Alors, moi aussi, on me dit souvent, quand on a commencé, on avait la trentaine tout juste, mais je pense que quand on connaît bien son sujet et quand on est capable d'expliquer ce qu'on a fait avant et d'insister réellement, parce que généralement, à 30 ans, on ne sort pas de l'école, donc on a quand même des choses à mettre sur le devant de la table, et donc du coup, moi, j'insisterai surtout là-dessus, revenir vraiment sur ce qu'on a fait, sur les compétences, sur l'expérience, et donc du coup ne pas s'arrêter au physique, mais vraiment montrer ce qu'on a déjà fait et s'appuyer sur son expérience. Sachant qu'on voit bien la solution en entreprise et quand on crée son entreprise, c'est pas la même. C'est vraiment intéressant, ces deux situations différentes. Sofiane. Une question pour Jean-François, vous êtes notre expert cybersécurité du jour. Quelles sont les principales techniques utilisées par les cybercriminels pour accéder aux données sensibles des entreprises ou alors des particuliers? Jean-François. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas de technique, mais très rapidement, plusieurs techniques sont utilisées par les cyber-malveillants. Donc, la première, c'est le phishing. Donc l'idée, c'est de vous faire piéger par un email. Oui, tous les emails qu'on reçoit sur lesquels on nous demande de cliquer sur le lien. C'est le lien, le phishing, oui. Exactement, qui vous permet ensuite de remplir vos informations personnelles et confidentielles. Donc ça, c'est un des premiers risques en cybersécurité. Vous avez un deuxième risque, c'est le rançongiciel. C'est ce petit logiciel, ce petit malware, ce petit virus qui aujourd'hui s'introduit dans les réseaux et dans vos données, dans vos ordinateurs, et chiffre l'ensemble des données. Ça, c'est une catastrophe, tant pour
pour les particuliers que pour les entreprises, puisqu'on le vit au quotidien, en tout cas lorsqu'on accompagne les entreprises dans cet exercice-là qui est quand même assez difficile psychologiquement et techniquement pour les chefs d'entreprise. Et vous avez d'autres types d'attaques. Mais alors, quand on est une entreprise, parce que c'est là que ça fait quand même très très mal, hein, on l'a déjà vécu ici par exemple, c'est qu'un salarié qui répond et c'est toute la sécurité qui tombe. Est-ce qu'il y a des moyens, des logiciels, peut-être des formations à mettre en place pour éviter de se faire hameçonner justement ou de ne pas répondre? Alors, en tout cas, je rassure, hein, le maillon faible, c'est pas que l'utilisateur ou que le collaborateur, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui vont permettre justement de sécuriser les entreprises. Donc ça passe en effet par la sensibilisation et par la formation continue, c'est-à-dire il faut permettre aux collaborateurs ou aux particuliers de détecter et de comprendre ce type d'email qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, alors les fautes d'orthographe, de syntaxe, on en voit de moins souvent par rapport à l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'avant on comptait là-dessus. Complètement, mais maintenant c'est terminé. C'est beaucoup plus sophistiqué, donc il faut être un peu plus vigilant sur l'adresse. Parfois, vous avez un nom affiché, Jean-François Beuze, mais en fin de compte, c'est un email qui correspond pas du tout au nom de la personne. Ouais. Donc c'est un ensemble d'éléments, la sensibilisation et la formation continue des collaborateurs avec des outils start-up françaises d'ailleurs qui existent aujourd'hui. Oui, là-dessus on peut tabler sur les start-up françaises. Oui, cocorico, mais je ne vais pas donner de nom, mais en effet, vous avez de belles start-up françaises qui sont là aujourd'hui pour sensibiliser, former les collaborateurs à ce type d'attaque. Mireille ? Chez nous, par exemple, la semaine dernière, tous les collaborateurs ont reçu 3 mails, un de ma présidente, un de mon managing director et un de moi, sur lesquels en fait c'était des faux mails, qui sont envoyés en urgence. Moi, je faisais une information, je crois, sur l'organisation. Présidente demandait je ne sais plus quoi, et donc et on compte le nombre de gens qui se font piéger régulièrement. Et puis il y en a toujours. Et donc alors il y en avait beaucoup là, en l'occurrence. Alors là, j'ai vu moi un remerciement arriver pour moi parce que vous savez, vous les informez en disant c'est un phishing, donc vous le renvoyez. J'ai pas encore vu les statistiques globales, mais on est plutôt bon. On est ISO 27001 et donc on a ces obligations là de le faire régulièrement, quoi. Voilà, et ça marche pas mal, hein. Enfin, les gens font attention. Sofiane ? Et c'est un hasard, mais nous sommes en direct. Et pendant que vous parliez, on apprend avec le journal Ouest France que les réseaux informatiques et téléphoniques sont en panne à Saint-Nazaire et dans des alentours à cause d'une cyberattaque, justement, précisément. Donc, comme quoi, ça peut avoir des conséquences même sur les lignes téléphoniques de toute une agglomération. Réagissez à notre adresse, évidemment, et sur nos réseaux sociaux. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que les organisations vont de toute façon toutes être attaquées à un moment. Jean-François, c'est pas est-ce que je vais être attaqué, c'est quand je vais être attaqué. Est-ce que vous avez vu, Marie, vous, dans votre expérience sur les entreprises qui sont en difficulté, des situations des entreprises qui ont été mises à mal pour ces raisons-là, une attaque informatique? Est-ce qu'on commence déjà à voir que ça met en danger les entreprises ou on ne le voit pas encore à ce niveau-là? Non, moi j'ai pas eu ce genre de cas à traiter parce que je pense que ça touche les très grandes entreprises. Oui. Et j'ai pas eu à traiter ce genre de... Oui, vous avez des cas sur ça touche pas les très grandes entreprises. Enfin, je veux dire, la cybersécurité, ça touche toutes les entreprises à tout moment, et les petites. Enfin, nous, on est dans le domaine de la santé, et on est extrêmement attaqué. Et de plus en plus, on voit des choses qui arrivent de pays de l'Est dans le contexte actuel géopolitique, et puis avec l'arrivée des JO, c'est en train de se développer de manière extrêmement forte. Enfin, je vous laisse. Toutes celles qu'on soupçonne, c'est vous qui avez les chiffres, j'imagine. Peut-être Jean-François, toutes celles qu'on soupçonne qui n'auront pas de parade, qui n'auront pas justement installé peut-être encore des pare-feux. Alors, il est vrai que les grandes entreprises sont déjà pourvues de moyens humains, de moyens techniques pour se protéger, en tout cas de diminuer le risque, parce que 100% de sécurité, ça n'existe pas. L'idée, c'est de diminuer son risque, et face à ce risque, malheureusement, ça le déporte sur soit leurs prestataires ou soit les petites ETI, PME, TPE. Et aujourd'hui, on le voit au quotidien, comme je vous l'indiquais, et ça peut mettre à mal, voire des entreprises fermées suite à une cyberattaque. Oui, on a des entreprises. À le voir. On a un cas où je citerai pas le nom, mais on a un cas de client qui est devenu un client où il nous a appelé, et une société de 200 personnes
le coût de la cyberattaque lui a coûté 8 millions d'euros. Ouais, d'où l'intérêt de la prévention. Et là, c'est la fermeture sinon. Tout à fait. Sofiane. Un autre problème endémique, si j'ose dire, au travail qui peut coûter beaucoup, c'est l'absentéisme au bureau. Elle est en baisse, cet absentéisme, parce que le taux qui mesure le nombre de jours d'absence rapporté au nombre total de jours travaillés, vous me suivez, s'est élevé à 5,64% en 2022. Il est retombé à 5,06% l'an dernier. Et cela, c'est grâce à la diminution des arrêts dus au Covid. On vous a donc demandé sur les réseaux sociaux si vous voyez une amélioration de l'absentéisme dans votre entreprise. Chris sur X nous dit « Moins d'absence, c'est normal car avec le télétravail, il y a moins de monde au bureau. La productivité, elle, baisse toujours. » On en parlait aussi hier justement, du fait que quand on se sent pas bien, ceux qui ont la possibilité de télétravailler rentrent et travaillent depuis chez eux. Et Émeric, responsable développement commercial, nous dit « 65% des absences et des retards chez moi sont dus à un défaut de garde. » Est-ce qu'on en parle ? La première cause de maladie redevient donc cette année la fatigue et les mauvaises conditions de travail, plutôt que le Covid. Je ne sais pas si pour autant il faut s'en réjouir. Point négatif toutefois, la durée moyenne des arrêts est en augmentation de plus de 2 jours de plus par rapport à l'année dernière selon cette enquête de l'IFOP. On s'arrête donc quand même moins, mais plus longtemps. On parle au patron là, ça donne quoi chez vous, Mireille par exemple ? J'ai pas encore regardé les données. C'est vrai que j'ai quelques cas de gens arrêtés sur des arrêts longs. Mais c'est ça, augmentation des arrêts longs. Quand en faire des statistiques et puis augmentation d'arrêts pour des raisons plus de santé psychique que de santé physique. Ouais, les risques ça c'est certain. Après, les chiffres, je les ai pas encore analysés sur 2023 versus 2022. Je suis en train de le regarder, mais c'est un constat qu'on fait, mais qui est partagé avec les deux constats que vous venez de faire, c'est les tendances des 2 dernières années, effectivement, Jean-François. Alors, chez moi, j'ai pas trop ce Vous êtes combien, vous, dans l'entreprise ? Consolidé, on a à peu près plus d'une trentaine. Ouais, quand même. J'ai pas ce problème-là parce que la population est assez jeune. Elle est peut-être à distance aussi. Et voilà, grâce à la Covid, ça nous a permis de nous réorganiser sur notre méthode de travail et notre façon de travailler pour nous, en interne et pour nos clients. Et on a senti en tout cas une productivité beaucoup plus poussée en interne et vis-à-vis de nos collaborateurs. Sofiane. Une question juridique pour vous, Marie. Vous allez nous aider dans les entreprises et puis aussi dans les conflits, visiblement. Quels sont les outils juridiques à ma disposition qui existent en cas de conflit entre actionnaires ? Alors, il y a souvent des conflits entre actionnaires. Je suis souvent consultée pour cela. Il y a un certain nombre d'outils juridiques, mais si le conflit entre actionnaires paralyse le fonctionnement de la société, ne permet pas à la société de prendre une décision qui est urgente et très importante pour son fonctionnement. La première chose à faire est donc d'aller voir son avocat et je déposerai je ferai une assignation en référé pour solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc qui va prendre le pouvoir. On va demander une mission spécifique au mandataire ad hoc. Il va prendre le pouvoir et on va lui demander, par exemple, de voter en urgence une décision qui est dans l'intérêt social, de tenter de trouver un protocole amiable au conflit entre les actionnaires. C'est quoi un conflit entre les actionnaires ? Ça peut recouvrir quelle situation concrètement ? Ça peut être, par exemple, un actionnaire qui... un abus de majorité, un abus de minorité, donc des intérêts qui sont divergents. Ça peut être des conflits tout à fait personnels aussi, des actionnaires qui... Par exemple, une start-up qui est fondée par 2 meilleurs amis, je l'ai eu, c'est pour ça. On le dit souvent. Et il y a une personne qui commence à rencontrer, par exemple, des problèmes personnels et qui devient un peu bizarre et qui bloque toutes les décisions par principe de son coactionnaire. Et donc, c'est une divergence d'intérêts, tout simplement. Donc là, un mandataire est nommé. Ad hoc, en référé, en urgence. Une personne, ce mandataire, c'est un professionnel des difficultés des entreprises. C'est souvent un administrateur judiciaire pour une mission précise qui est déterminée par le juge à la demande de l'actionnaire demandeur. Voilà, là vous avez la méthode et ça arrive aussi entre actionnaires. On parle souvent entre salariés, mais vous voyez, ça arrive aussi entre actionnaires. Sofiane. Une question de Maryse par mail avec vous à bfmbusiness.fr. Elle est pour vous, Émilie. Comment les professeurs peuvent rapprocher l'entreprise et l'école et aider les élèves à se projeter dans la réalité des métiers ? On parle souvent de l'école comme un sanctuaire où finalement on apprendrait la théorie et pas forcément la pratique et on ne se projette pas forcément dans le métier qui arrive quelques années plus tard. Émilie. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, l'entreprise n'était pas forcément présente à l'école. La bonne nouvelle, c'est que ça change. Et notamment dès la classe de 5e, avec le parcours Avenir,
qui demande aux professeurs de faire venir des professionnels en classe pour aider les jeunes à connaître les métiers. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on arrive en seconde au lycée, un jeune ne connaît que 10 métiers, ce qui est un vrai problème pour s'orienter et se projeter sur la suite. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des heures dédiées dès la 5e, 4e, 3e, pour faire intervenir des professionnels en classe et aider les jeunes à découvrir un petit peu les métiers, revaloriser nos lycées professionnels et les filières professionnelles qui ne sont pas assez mises en avant. Et donc du coup, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puisque maintenant qu'on permet aux professeurs de faire venir des professionnels en classe, la question c'est où je les trouve, ces professionnels. Et donc du coup, depuis la fin d'année dernière, on a ouvert My Job Glasses à tous les professeurs gratuitement pour leur permettre d'aller choisir parmi nos 82 000 professionnels, tout métier, tout secteur d'activité, et identifier des professionnels qui peuvent venir dans les classes, soit en physique, soit en visioconférence. Et c'est très important de dire ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales, et de ne pas permettre uniquement d'avoir accès aux professionnels qui sont sur place, mais bien de montrer la diversité des métiers, puisque par exemple, la cyber, c'est quelque chose sur lequel on a des gros besoins et on n'a pas des professionnels de la cyber dans tous les endroits. Oui, j'allais dire, vous bossez sur l'industrie, sur les métiers vraiment qui sont en tension, et ça, c'est vraiment des méthodes qui sont indispensables. Ce sont les métiers de demain, ce sont les métiers sur lesquels on a besoin de jeunes, ce sont les métiers sur lesquels on a besoin de femmes. Et donc, du coup, les jeunes filles, c'est dès la 5e qu'il faut aller les voir pour leur dire on a besoin de vous et vous en êtes capable. Un avis, oui. Oui, en effet, on est la cybersécurité, en tout cas dans le domaine de la cyber et du numérique digital. C'est un métier en tension. On a dû ouvrir, nous, même un événement qui s'appelle le Hack Day. C'est par les étudiants, pour les étudiants, pour pouvoir justement détecter. Il nous manque des femmes, il faut des femmes dans le numérique. Et je serais ravi de pouvoir, en tout cas, intervenir et aller dans les écoles pour pouvoir, ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Aller chercher des collèges. Et ce qui marche mieux encore, c'est d'avoir des femmes qui travaillent avec vous, qui vont dans les écoles pour montrer que c'est possible, parce que ça marche beaucoup mieux que rôle modèle. Qui allez en disant les filles, venez faire comme moi. Vous continuez évidemment à réagir sur tous ces sujets, et ils sont multiples aujourd'hui. Dans un instant, on va parler notamment du droit de grève. Et oui, Sandra, car le Sénat a voté hier une proposition de loi pour limiter les grèves dans le secteur des transports. Alors, ce droit de grève va-t-il vraiment être raboté, limité? Toutes les réponses, on en parle dans un instant avec nos 4 experts du jour. À tout de suite. Avec vous sur BFM Business. Du lundi au jeudi sur BFM Business, retrouvez toute l'actualité de la tech décryptée à chaud avec les tendances, les startups, les levées de fonds et des témoignages d'entrepreneurs inspirants. Crypto, nouvelle mobilité, space tech, agritech, green tech. Plongez chaque soir au cœur des thèmes innovants qui changent notre monde. Tech & Co, la quotidienne, présentée par François Sorel du lundi au jeudi à 20h sur BFM Business. Votre rendez-vous avec l'AWS Summit Paris, le plus grand événement dédié au cloud, à la data et à l'IA. Avec Likun. Basic Fit. Profitez de notre offre de rentrée sur basic-fit.fr. Bienvenue chez Poltron Sofa. Je suis tellement contente de vous revoir depuis l'année dernière. Voici un petit cadeau pour vous remercier pour le canapé. Oh, merci. Oui, je me souviens. Là, j'en cherche un pour mon fils. BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'éco. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 13h en direct sur BFM Business. On est en direct sur nos réseaux sociaux et une adresse à connaître pour nous écrire. Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr, faites comme Paul et Bertrand. Écrivez-nous. Alors Paul, on a bien reçu votre question. Comment être accompagné dans ma rénovation énergétique? Je crois que c'est pas pour nous. Si vous êtes entrepreneur, en tout cas, on demandera à l'un de nos experts décarbonation. Effectivement, on peut répondre à cette question, mais peut-être pas aujourd'hui, effectivement. Voilà,
Aujourd'hui, on va se consacrer au droit de grève. Voilà. Au droit de grève, Ça n'a rien à exactement. voir. Avant cela, je rappelle le nom de nos experts autour de cette table. Émilie Corchia, Mireille Blesse, Marie Téléchéa et Jean-François Beuze qui sont avec nous pour parler cybersécurité, carrière. Et là, effectivement, le droit de grève. Sofiane. Avec 2 éléments d'actualité. Le premier, c'est qu'on l'a appris il y a moins d'1 heure. La CGT a officiellement déposé des préavis de grève dans la fonction publique pendant cette période. Et puis, le Sénat, hier, qui a voté une proposition de loi pour limiter les grèves dans le secteur des transports pour certaines périodes. Adoption contre l'avis du gouvernement. Le texte octroie au gouvernement un quota de 30 jours par an durant lesquels les personnels, je cite, de services publics de transport, excepté le secteur aérien, seraient privés de leur droit de grève avec une limite de 7 jours d'affilée par période d'interdiction. Alors toute la question, c'est est-ce que c'est une atteinte au droit de grève ou une mesure pour assurer la continuité du service? Ça ne doit pas être simple. Ça, c'est pour le secteur public, mais dans le secteur privé, le droit de grève, ça ne doit pas être simple tous les jours non plus. Est-ce qu'on a un avis de nos entrepreneurs autour de cette table? Moi, j'ai pas de problème de grève. S'ils sont à distance, vous avez pas de problème en plus, de grève. donc ça c'est pratique quand même. C'est vraiment pratique. Un avis sur la question? Alors, pas spécialement. C'est vrai que le sujet du droit de grève, on voit bien le sujet autour des JO et du fait d'avoir la situation bloquée. Et la France est le pays sur lequel, enfin, le pays record en matière de droit de grève. Et alors, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais j'ai souvenir qu'il y a quelques années, plus de la moitié des jours de grève en France étaient liés à la SNCF. Alors, Oui. pointer du doigt personne, mais en fait le sujet c'est celui-là, c'est de se dire comment est-ce qu'on s'assure que ça fonctionne autour dans un contexte qu'on connaît. Et là, ça commence à avoir des conséquences sur les entreprises privées. La suite, Sofiane. Une question sur LinkedIn de Moncio qui nous demande: j'aimerais savoir comment une entreprise calcule le coût d'une perte lorsqu'elle est victime d'une cyberattaque. Jean-François. Alors, le coût de la perte, ça dépendra de l'activité de l'entreprise. Ça dépendra également de l'arrêt de l'entreprise, parce que une entreprise peut éventuellement être mise à l'arrêt suite à une cyberattaque. Donc, il n'y a pas de, enfin, on a des chiffres entre 200 000 et voire plus sur une cyberattaque, mais tout dépendra du secteur d'activité, comme je l'indiquais, du temps d'arrêt, des clients qui sont touchés par cette cyberattaque, puisque vous avez l'entreprise, mais l'entreprise a elle-même ses clients. Ouais. Donc il y a tout plein d'indicateurs qui rentrent en jeu pour pouvoir calculer la... Ce qu'il faut quand même rappeler, Jean-François, c'est qu'il vaut mieux s'en prémunir. Complètement. Il vaut mieux éviter, parce que de toute façon, ça va faire extrêmement mal à l'entreprise. C'est le but, aussi bien financièrement que dans la perte de données, ce genre de choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prenais le cas du phishing, c'est quand même, selon l'étude de Verizon, vous avez 36% des entreprises où le phishing a abouti. Donc quand on dit abouti, c'est-à-dire on a eu la récupération des données de l'entreprise. Donc c'est quand même des chiffres qui sont quand même assez importants. Oui. Et avec, justement, comme on l'indiquait là tout à l'heure, les Jeux Olympiques vont accélérer ce genre de cyberattaque. On le voit déjà, nous, en tant qu'experts. Donc il va falloir serrer un petit peu les coudes et mettre en place des dispositifs, tant sur la sensibilisation que sur des outils de sécurité. On a beaucoup de questions qui tombent sur l'adresse mail, Sofiane. Oui, et en attendant une question pour Mireille, j'entends dire qu'il faudra développer ses compétences tout au long de sa vie, nous dit Erin. Sur le principe, je suis d'accord, mais comment? Alors, moi, sur ce sujet-là, il y a un modèle qui avait été développé par le centre de leadership il y a un certain nombre d'années, qui disait, on l'oublie. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on l'oublie souvent en France. On est toujours VAE, diplôme. Comment est-ce que j'acquiers un diplôme supplémentaire? Et on est vraiment l'un des seuls pays à fonctionner comme ça dans le monde. Et je trouve ça C'est-à-dire dans l'accumulation de diplômes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais pas forcément dans la formation continue. Et en fait, le sujet de la formation, c'est que le premier moyen d'apprendre, c'est en faisant. Donc, c'est d'oser au travail. Donc, c'est 70% de ce qu'on acquiert, on l'acquiert dans ce qu'on fait. Donc en fait, le développement des compétences, c'est déjà de faire et de travailler, je vais dire ça comme ça. 20%, c'est lié à la façon dont on va interagir avec d'autres. Donc on apprend en échangeant avec des gens. Et là, ça pose notamment la question sur des jeunes, par exemple, du télétravail. C'est est-ce que quand je suis jeune, je dois préférer télétravailler ou être dans un groupe constitué? Et en fait, ma réponse est plutôt le groupe constitué, parce que
c'est dans les interactions avec les autres qu'on se développe et pas en étant seul chez soi. En même tout cas, si dans on les peut se premières connecter. années, ça c'est vrai. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Oui. Et en fait, il n'y a que 10% via la formation continue. Et encore, dans la formation continue, on sait que quand on fait une formation continue, on n'en retient qu'une infinitésimale partie. Donc, si on veut se développer et développer ses compétences, c'est lever la main en entreprise, c'est être partie prenante sur des projets, échanger avec d'autres, Être oser, très proactif. sortir de sa zone de confort en disant tiens, ça m'intéresse. Moi, j'ai par exemple là un jeune chez moi qui est passionné de RSE, il a levé la main, j'utilise à faire plein de choses avec moi, il est juste formidable et il est en train de développer plein de trucs. Et ça, je pense que c'est pas un réflexe spontané des gens, parce que quand ils savent pas, ils osent pas, et quand ils osent pas, ils apprennent pas plus. Et le fait de dire j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'oser, et je lève la main, parce que on a toujours, en entreprise, tous autant qu'on est, on a tentant un dossier qu'on filerait bien à quelqu'un pour que les gens apprennent. Et si on se dit tiens, lui ça l'intéresse, on va le faire. Ça peut servir à ça, effectivement. Émilie. C'est un point extrêmement important, et notamment sur ce que vous disiez, d'aller rencontrer d'autres personnes et d'échanger avec d'autres personnes. Nous, c'est ce qu'on fait chez My Job Places, la mise en avant de rencontres professionnelles. On le fait pour aller découvrir des nouvelles entreprises, des nouveaux métiers, mais on le fait aussi en interne dans les entreprises, où ce qui rassure finalement, c'est d'identifier des personnes qui ont envie de partager des éléments avec d'autres. Et donc du coup, ça facilite les choses, parce que je sais qui est disponible, qui a une expertise sur un sujet particulier, et je peux aller le solliciter. Je sais que je vais être bien accueillie. Et c'est souvent ça le problème, parce qu'on a peur de lever la main, on a peur de demander, on a peur de déranger. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de rendre ça accessible en mettant en avant les gens qui sont prêts à le faire, pour que ce soit plus simple et pour que les personnes osent. Parce que le premier frein, finalement, c'est de ne pas se sentir légitime, de ne pas avoir les codes, de ne pas savoir comment aller déranger quelqu'un. Ouais. Et donc, du coup, on essaye, grâce au digital, de faciliter les connexions et de faire en sorte que ce soit possible et facile. Des deux côtés. Sofiane. Oui, vous ne nous dérangez pas. Jusqu'à 13h, les 4 experts sont là pour vous répondre. Bien au contraire, sollicitez-nous. Marie, une question pour vous. Comment racheter une entreprise en difficulté au tribunal de commerce ? Alors, il y en a beaucoup en ce moment. Ouais. Donc, il faut faire une offre entre les mains de l'administrateur judiciaire. Donc, l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal a mis en place un appel d'offres avec une date limite de dépôt des offres. Donc, il faut prendre un avocat, ses conseillers, faire une offre dans ce délai et présenter son offre qui doit avoir donc 3 arguments principaux. C'est quel est mon business plan, quelle est ma solidité financière pour reprendre ce business. 2, le volet social, donc le nombre de postes de travail repris et est-ce que je reprends les droits acquis de ces salariés ou pas. Et 3, le prix de cession qui doit être mobilisé très rapidement, puisqu'en général, on vend une entreprise en difficulté en 2-3 mois. Donc ça nécessite d'avoir les fonds très rapidement pour financer la reprise et le prix de cession. C'est souvent la reprise. Ça va très vite, c'est un gros dossier à monter très rapidement quand même. C'est entre un petit dossier et un énorme dossier à monter très rapidement. Et on se fait aider, évidemment. Vous disiez qu'il y avait beaucoup d'entreprises, justement, à la barre du tribunal de commerce. Il y a beaucoup de repreneurs, par ailleurs. Il y a beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est assez facile. Et il y a en ce moment la série sur Bernard Tapie. Donc, moi, je le vois des clients qui veulent racheter des entreprises en difficulté. Mais c'est un projet qui est extrêmement sérieux, puisqu'on reprend quand même des salariés qui veulent un emploi derrière pérenne. Donc, il y a beaucoup de candidats, mais des candidats solides, il n'y en a pas beaucoup. Continuez à réagir à toutes ces questions sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Vous faites par exemple comme Stéphane qui nous a écrit en direct comment valoriser des métiers qui ont mauvaise réputation ou qui sont méconnus, artisanat, métiers difficiles ou en pénurie. Qui veut répondre à cette question? Émilie. Comment les valoriser, les faire connaître? Venir prendre la parole sur le sujet, en parler à des plus jeunes parce que c'est nécessaire de créer des vocations. Je prends un exemple. L'industrie, vous en avez parlé tout à l'heure, le sujet de la réindustrialisation du pays, on en parle, 1 million de postes à pourvoir dans les prochaines années. Et pourtant, l'industrie qui a mauvaise presse. L'industrie, c'est Zola, l'industrie, oui, c'est pas ce que pour j'allais vous dire, l'ouvrage. quand on parle d'industrie, on parle d'ouvriers, on a l'impression qu'on est forcément dans une usine. C'est plus forcément le cas aujourd'hui. Alors déjà, c'est pas grave d'être dans une usine parce que les usines ont beaucoup évolué. Et puis on peut fabriquer un avion. On peut fabriquer un avion, on peut fabriquer plein de choses. Oui. Le point important, en fait, c'est il y a plein de clichés, il faut sortir des clichés. Et comment on sort des clichés? Parce que ce serait tellement simple si on pouvait amener tous les jeunes, toutes les femmes qui sont essentielles à la réindustrialisation du pays, visiter des usines. Malheureusement, on ne peut pas. S'ils y allaient, ils se rendraient compte de tout ce qui a évolué et à quel point, finalement, en plus, ce sont des
salaires qui payent très bien. On n'en parle pas, mais c'est un point important. Ça paye. Ça paye. Important. Donc comme on ne peut pas faire ça, nous, ce qu'on a fait, on est lauréat du plan France 2030, pour mettre en avant justement ces métiers, on donne la parole aux hommes et aux femmes qui font l'industrie. Et on leur dit, venez expliquer aux jeunes, les femmes, venez montrer à d'autres femmes qu'on peut vraiment réussir dans ces domaines-là. Et venez montrer la diversité des métiers. Parce qu'on l'a dit, il y a des ouvriers, il y a des techniciens, il y a des cadres, il y a des ingénieurs. Il y a des très jeunes qui commencent en apprentissage. Il y a des plus âgés qui ont passé beaucoup de temps au sein des entreprises et qui s'y sont développés. C'est important de donner ces informations. C'est important d'expliquer. Et ça commence dès la 5e. On le suit tout au long du cursus scolaire, mais on va aussi accompagner des demandeurs d'emploi, des personnes qui vont être en reconversion et des seniors. On ne parle pas assez des seniors. Mais il y a un vrai ici, enjeu. on parle beaucoup des seniors. Ici, on parle des seniors. Mais il y a un vrai enjeu. Et dans le cadre de tous ces projets importants pour la réindustrialisation du pays, tout le monde a sa place. Ils sont désirés. Tout le monde a sa place, mais il faut pouvoir aller toucher du doigt et donc du coup aller rencontrer des personnes, poser des questions, découvrir. Et donc si vous voulez faire connaître vos métiers, engagez-vous aussi, partagez-les, venez expliquer ce que vous faites au quotidien, venez expliquer les missions de votre entreprise. Ouais. C'est le meilleur moyen de donner de la visibilité. Mireille. Non, parce que je voulais partager une expérience que j'ai travaillé à un moment donné dans le véhicule industriel. Ouais. Et on était en permanence en train de chercher des techniciens véhicules industriels. Donc, c'est des gens qui réparent des camions. Donc, c'est extrêmement important parce que le client, c'est un professionnel et donc il a besoin de son camion. Et donc, on a un besoin de réactivité, de capacité à faire vite et bien. Et puis, si vous sortez un camion que le système de freinage, il n'a pas été mis comme il faut, vous voyez ce que j'en pense. Donc, c'est impératif. Et aujourd'hui, un camion, par exemple, à l'époque, c'était plus de 10 ordinateurs de bord. Donc, en fait, c'est des métiers extrêmement techniques, très intéressants pour les gens, sauf que dans la tête de chacun, c'est ce qu'ils entendent à la radio, à la télé le matin. Il y a eu encore un accident avec un camion sur la route parce que les gens ont peur, etc. Donc, ils ont une image du camion qui n'est pas bonne et du métier de réparateur de véhicules ou quoi. Alors, on est dans la graisse, etc. Alors que c'est des savoir-faire extrêmement pointus. À l'époque, on recherchait en permanence. On avait fait le point en France en pleine période. Moi, c'était en 2008, en pleine période de crise de 2008. Il y avait quasiment, j'étais allé regarder sur le site de la NPE à l'époque, il y avait plus de 400 emplois de techniciens véhicules industriels à pourvoir en pleine crise. Et sur l'entreprise dans laquelle j'étais, on était en permanence, on en cherchait à peu près 1500 à travers l'Europe. Et donc, on a monté des tas de choses parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, quelqu'un qui va être technicien véhicule industriel, qui habite dans sa région, il n'a pas besoin de bouger. Il y a le sujet de la mobilité, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais besoin de bouger parce qu'il va toujours trouver du boulot à côté de chez lui. C'est tout bête, mais quelqu'un qui a envie de rester dans sa région, il sait que s'il fait ça, il va pouvoir rester dans sa région parce que des camions, il y en a partout sur la route, dans tous les pays du monde. On peut attirer des jeunes, on peut aussi attirer des gens qui veulent se reconvertir. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour ces métiers en tension. Sofiane. On passe à l'actu du jour parce que vous savez qu'on aime dans cette émission aller fouiner et farfouiller sur les sites web pour vous trouver le meilleur de l'actu. Et là, c'est à lire sur le site du journal Sud-Ouest. Un facteur indélicat se débarrasse de 400 lettres. Vous lirez que des missives ont été retrouvées dans un buisson sous un viaduc à Rochefort. Un facteur en CDD les avait jetées quelques semaines plus tôt. Un promeneur les a découverts. La Poste a porté plainte. Une enquête interne a été menée et l'auteur retrouvé. Âgé de 20 ans, il s'est expliqué au commissariat. Il pleuvait, il faisait froid et je ne connaissais pas la tournée. Voilà, raison pour laquelle il a donc réduit son circuit dans le centre-ville. Bon, autant vous dire qu'il a été mis à pied, vous vous en doutez. Mais il risque aussi, et ça je l'ai appris, des sanctions pénales. Mise en examen pour vol et destruction, c'est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et pourtant, on ne pense pas forcément à ce type de conséquences quand on met des lettres de côté. Oui, mais c'est peut-être un jeune qui a été mal orienté, Émilie. Voilà, tout simplement, il ne connaissait pas ce métier, ses risques, et voilà. Et voilà. Non mais c'est ça qu'on essaye d'éviter. C'est ce qu'on essaye d'éviter. Et puis après, on va insister aussi sur l'onboarding et sur la formation des jeunes qui arrivent en entreprise pour leur expliquer concrètement aussi ce qu'on attend d'eux. Oui, exactement. Ça évitera ce genre de situation, Sofiane. Et visiblement, ça arrive fréquemment, parce que j'ai découvert que c'est arrivé aussi en 2017, en 2015. Un intérimaire s'était délesté de 40 kilos de lettres et de colis jetés dans un terrain vague pour alléger sa tournée. Donc ne faites pas ça. Vous risquez de vous faire prendre, et puis le risque est quand même grand. Renseignez-vous sur le métier que vous voulez faire. C'est pas sympa. Pour les gens qui attendent Par ailleurs. Leurs éléments. Accessoirement. Question suivante. Oui, une question pour vous, Jean-François. Quelles actions rapides peut-on mettre en place pour se prémunir des risques liés à la cybersécurité? C'est Warda qui nous demande ça en direct sur LinkedIn. Warda a pris peur il y a un instant quand on a parlé des JO, donc donnez-lui des solutions. Je suis désolé. L'idée, c'est pas de faire peur aux téléspectateurs, mais
pour se prémunir, il y a des éléments très simples, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, notamment la sensibilisation et la formation continue. Vous avez des choses qui sont faites par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, où vous avez la possibilité d'utiliser des modules de sensibilisation et de formation. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est de vérifier en effet que vos équipements informatiques sont pourvus d'un antivirus, le minimum. C'est comme si que chez vous n'aviez pas de canon sur votre porte d'entrée, donc d'un antivirus, de sauvegarde. C'est important de réaliser des sauvegardes, surtout dans des moments un peu compliqués aujourd'hui où il y a les cyberattaques qui sont de plus en plus présentes en France, en Europe et à l'international. Les mises à jour sont importantes parce que c'est un des vecteurs d'attaque de hackers, de cybermalveillants qui vont s'introduire dans vos réseaux, dans votre ordinateur pour pouvoir en tout cas en prendre la main. De façon générale, je pense que les entrepreneurs qui nous écrivent ont peur de l'investissement que cela peut représenter, de se couvrir sur ces risques de toute façon qui sont vraiment présents et très actuels. Est-ce qu'on peut rassurer peut-être en disant qu'il y a plusieurs niveaux de couverture, que déjà faire un diagnostic et prendre les premières mesures peut déjà être une entrée vers cette sécurisation, Jean-François? Alors, je vais citer BPI France parce que BPI France, banque d'investissement, et ont pris aussi le sujet de la cybersécurité, offre aujourd'hui des diagnostics cyber aux entreprises qui souhaitent justement avoir un petit peu... alors, ça me fait pas de la publicité, mais l'idée, c'est de protéger en tout cas les entreprises. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qui est disponible, notamment chez BPI France, ouais, pour réaliser un diagnostic cyber qui va vous donner justement, ce diagnostic va vous donner justement la possibilité de voir où ça pêche en termes de sécurité. Est-ce qu'il vous manque un antivirus? Est-ce qu'il vous manque un élément de sécurité? Est-ce que vous faites vos sauvegardes? Est-ce que vous réalisez vos mises à jour de vos équipements informatiques? Vous avez également la région Île-de-France qui propose aussi des subventions pour réaliser ces diagnostics cyber. Donc c'est pas négligeable. Mais c'est les premiers pas qui sont indispensables. Tout à fait. Quand on a des petits budgets, ouais, c'est quand même une subvention de 5 000 euros, jusqu'à 5 000 euros. C'est pas négligeable. Donc utilisez-les. Vous avez le site de la région, donc allez sur le site de la région. La région BPI France, ce sont des premières étapes très importantes. Continuez à réagir à ces questions. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Marie, vous êtes notre spécialiste des entreprises en difficulté. Vous nous aidez avec cette question: comment agir sur une société qui n'arrive pas à rembourser ses PGE et à payer ses dettes? Oh là là, le PGE, c'est un sujet sensible ici. Il y a énormément de gens qui sont concernés, Marie. Absolument. Donc, il y a plusieurs outils juridiques. Mais la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic de l'origine de ces difficultés. Si on a des problèmes conjoncturels et qu'on a besoin d'un peu d'air pendant 1 an, pendant 2 ans, de ne pas payer ce PGE uniquement pendant 1 an ou 2 ans, dans ces cas-là, on va demander au président du tribunal de commerce une ouverture d'une procédure de conciliation ou mandat ad hoc qui est totalement confidentiel, et on va négocier avec un conciliateur ou un mandataire ad hoc et ses partenaires bancaires un accord de rééchelonnement du PGE, mais ça peut être une franchise de 1 an jusqu'à 2 ans maximum. Oui. Ça, c'est le premier outil. Si en revanche, on a un problème de rentabilité qui nécessite une restructuration plus lourde, dans ces cas-là, il faut passer par une procédure collective, donc soit une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire. Ça va geler automatiquement les dettes et en synthèse, on va rembourser ces dettes sur 10 ans. Voilà. Et il y a maintenant une procédure qui s'appelle la procédure de traitement de sortie de crise pour les petites sociétés qui ont moins de 20 salariés. Donc vous allez devant le tribunal de commerce et vous avez 3 mois pour sortir un plan qui permet de payer ses dettes sur 10 ans. Donc c'est un petit peu pour aider les entreprises qui ont subi le Covid et les diverses dernières crises. C'était les 3 points de Marie pour faire face à cette situation. On aime bien les méthodes claires comme ça, Marie, et les outils pour effectivement sortir de ces situations et de ces difficultés avec le PGE. Sofiane. Vous continuez de nous écrire en direct, et puis même quand l'émission se termine après 13h, c'est ce qu'a fait Rito par mail avec vous à bfmbusiness.fr. Il nous dit: je suis en contrat d'apprentissage, je souhaite interrompre cette mission avant la fin de ma formation pour démarrer un contrat de professionnalisation dans une autre entreprise
entreprise. Mon employeur ne veut pas d'une rupture à l'amiable, mais il semble que les apprentis ont le droit de démissionner. Quelle est la procédure? Alors, est-ce que vous savez si c'est le cas? Est-ce qu'il peut démissionner? Émilie? Alors, je crois qu'il y a en effet des procédures qui sont possibles. Moi, ce que je lui conseille, c'est de se rapprocher de son école, puisque il est dans un cadre qui est fait avec son école pour être accompagné et pour avoir tous les éléments. Et je crois qu'il y a des médiateurs aussi qui sont là pour accompagner quand il y a des problèmes et pour aider à la discussion. Donc, j'invite aussi à se saisir du médiateur. Sofiane. Une question en cyberattaque d'actu, j'ai envie de vous dire Jean-François, il y en a beaucoup. Je suis inscrit à France Travail à la suite de la récente cyberattaque du mois de mars. Comment puis-je savoir si mes données personnelles ont été volées? Alors, normalement, vous allez recevoir un email de France Travail. Pas un email de phishing. Ces jours-ci. Alors, oui, voilà. Faisons attention, pas un email de phishing. Donc, un email de France Travail. Enfin, regardez un petit peu l'actualité. Prendre contact directement avec France Travail, qui eux pourront vous donner l'information au final, puisque c'est eux qui ont le listing, et ils indiqueront que, et de toute façon vous recevrez également des éléments de la CNIL, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Merci. Oui. Et effectivement, ça tombe ces derniers jours. J'ai reçu le mien hier, hein, donc je vous le dis. Voilà, effectivement, avec cette question, est-ce que c'est un vrai mail ou pas? Parce que le risque, c'est de recevoir justement après des mails frauduleux. Effectivement, il y aura France Travail vous a pas demandé votre coordonnée d'adresse personnelle et bancaire quand même. Non, sinon, ça risque d'être une arnaque. Surtout pas remplir. Hein. Mais en tout cas, effectivement, vous serez informés et c'est la procédure. Sofiane. Une question sous forme de remarque, Émilie, pour les quelques secondes qui nous restent. Le problème n'est-il pas l'orientation des plus jeunes perdus entre toutes les filières et les métiers à l'école? Ah oui, c'est pour ça que vous êtes là, Émilie. Exactement, c'est l'idée de faire découvrir des métiers à chacun et de sortir un petit peu des clichés qu'on peut avoir. Mais vous avez raison, il y a aussi un problème de savoir quelles études faire et comment avancer. Donc du coup, je vous l'annonce un peu en avant-première, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Et le mois prochain, on va ouvrir un nouveau service qui permettra à un jeune d'échanger avec un jeune plus avancé dans ses études pour mieux comprendre concrètement comment ça fonctionne. C'est le salon étudiant, mais à domicile en quelque sorte. Alors, oui et non. Le salon étudiant, généralement, on rencontre des formations et donc ce sont les formations qui sont là et qui vous disent venez chez nous pour telle et telle raison. Là, l'idée, c'est d'aller voir un étudiant qui est dans la formation et qui va vous partager son quotidien et d'être vraiment sur de l'échange de pair à pair. Pourquoi c'est important? C'est important aussi parce que y a Parcoursup déjà qui nous demande de nous positionner assez tôt et de savoir où on veut aller. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont faire des choix par défaut pour aller vers ce qu'ils connaissent. Je vous donne un exemple. Quand vous n'avez pas tellement d'informations autour de vous, vous pouvez vous dire que peut-être le BTS, c'est la suite logique pour vous parce que le BTS, c'est dans votre lycée. Et c'est dans votre lycée, vous savez ce qu'est un lycée et ça vous rassure. Alors qu'il y a d'autres formations, des IUT, des licences pro en université, des écoles de commerce et d'ingénieurs, des classes prépa, auxquelles vous n'auriez pas pensé naturellement. Et donc, du coup, de pouvoir aller échanger avec des jeunes pour comprendre quelles sont toutes vos options, ça paraît essentiel et c'est quelque chose qui n'était pas fait jusqu'à présent. Et donc, du coup, moi, je profite d'être avec vous aussi pour inviter les écoles à s'en saisir et à mettre en avant des jeunes qui vont pouvoir venir parler de leur formation, qui vont pouvoir venir expliquer ce qui est possible de faire. Parce que finalement, vous l'avez dit, c'est une jungle des métiers et des filières et des opportunités. Et on a besoin de pouvoir parler à des personnes, on a besoin de pouvoir échanger, on a besoin d'avoir des retours d'expérience pour s'orienter au mieux et pour comprendre ce qui se passe. Le jeune qui parle aux jeunes, c'est important et c'est pas du tout la même chose que l'adulte qui parle aux jeunes. Je peux vous le dire. On va répondre à la question du jour. Sofiane. Absentéisme au travail, la baisse est-elle visible dans votre entreprise? Eh bien, c'est plutôt non. En tout cas, d'après vos réponses, 2/3 de non, 1/3 de oui sur LinkedIn, 74% de non sur X et 55% sur Instagram. Une baisse globale, mais faible comparée à l'année précédente. La question de demain, Sofiane. Eh bien, on reparle de la limitation du droit de grève dans les transports validé par le Sénat. Est-ce que c'est considéré, d'après vous, comme une atteinte à un droit fondamental ou une mesure pour assurer la continuité du service? Vous votez, ça va faire débat, j'en suis sûr, et on en parle demain avec nos 4 experts. Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette émission, elle est disponible en podcast et en replay dans les minutes qui viennent. Vous continuez à nous poser vos questions à notre adresse, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr. On en parle demain si on ne fait pas l'école buissonnière. Non, on ne fera pas l'école buissonnière. On ne vous laisse pas comme ça en plan. On a nos experts aujourd'hui. On remercie Émilie Corchia, Jean-François Beuze, Mireille Blesse et Marie Téléchéa pour leurs précieux conseils. Et on continue évidemment à vous aider. Très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.